Vous êtes-vous déjà senti si perdu que la seule issue semblait être la mort? C'était ma réalité lorsque, au cours d'une grave crise d'asthme, j'ai réalisé que j'étais sur le point de quitter ce monde. Dans un instant de désespoir, je me suis retrouvée entourée de présences divines qui ont transformé ma peur en une paix inexplicable. C'est à ce seuil entre la vie et la mort que mon voyage vers l'autodécouverte a commencé. Avant de continuer, s'il vous plaît, laissez votre j'aime pour renforcer la chaîne. Commentez de quelle ville vous regardez ce récit et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je m'appelle Amber Baker et, jusqu'à ce moment-là, je vivais une vie marquée par des crises et des insécurités. Après un mariage tumultueux et un divorce douloureux, j'ai réalisé que j'avais perdu l'essence de qui j'étais vraiment. Les difficultés financières et la lutte constante contre des maladies auto-immunes et des crises d'asthme m'ont laissé désemparée et sans espoir. Il y avait des jours où je me demandais si je pourrais continuer à me battre. La sensation de ne pas être à la hauteur et de ne pas avoir de contrôle sur ma propre vie était insupportable. C'est un de ces jours sombres que la situation s'est aggravée. J'étais seule à la maison, luttant pour respirer, lorsque la douleur et l'anxiété ont pris le dessus sur moi. À chaque respiration difficile, je sentais la vie glisser entre mes doigts. Dans un élan de désespoir, j'ai appelé à l'aide de ma grand-mère, décédée des années auparavant. À ma grande surprise, à ce moment de vulnérabilité, j'ai ressenti une présence chaleureuse et protectrice. Ce n'était pas seulement ma grand-mère. Mère Marie et l'archange Michel étaient également là, m'enveloppant dans un manteau d'amour et de compassion. Alors que la crise s'intensifiait, j'ai réalisé que ma conscience s'élargissait. Je n'étais pas seulement mon corps ou mon esprit. Il y avait quelque chose de plus grand, une force divine qui me guidait. Dans cet état de quasi-mort, j'ai été confrontée au poids de mes tristesses, de mes culpabilités et de mes traumas accumulés. Chaque souvenir douloureux qui émergeait me montrait que j'avais vécu dans un cycle de souffrance et que j'avais besoin d'aide pour m'en libérer. La présence de Mère Marie était comme un câlin réconfortant, tandis que Michel, avec sa force immense, m'a aidé à comprendre que j'étais plus que mes difficultés. Il m'a révélé que j'avais le pouvoir de transformer ma réalité, de créer ma propre vie à travers la conscience et les choix que je faisais. Cette révélation a été un tournant. Avec leur aide, j'ai eu une expérience mystique d'unité avec le divin, me sentant partie de quelque chose de bien plus grand que moi-même. Cette connexion m'a apporté une nouvelle perspective sur la vie et sur ce qui compte vraiment. Lorsque je suis finalement revenue dans mon corps, quelque chose en moi avait changé de manière irrévocable. J'ai alors décidé que ma mission ne serait pas seulement de survivre, mais de vivre avec un but. Mon expérience m'a conduite sur un chemin spirituel profond, où j'ai commencé à enseigner à d'autres personnes sur la guérison énergétique et l'expansion de la conscience. Aujourd'hui, je crois que nous avons tous un potentiel illimité et que nous sommes responsables de créer la réalité que nous souhaitons. Ce voyage n'a pas été facile, mais chaque défi m'a rapproché de la vérité sur moi-même. Maintenant, je vous invite à explorer cette histoire avec moi, à découvrir comment la lumière peut émerger même dans les moments les plus sombres et comment chacun de nous peut trouver son propre but et sa force intérieure. Dans les jours qui ont suivi mon expérience de quasi-mort, le monde autour de moi semblait différent. Les couleurs étaient plus vibrantes et même l'arôme du café frais que je préparais avait un nouveau sens. Cependant, cette nouvelle perspective ne signifiait pas que les défis avaient disparu. En réalité, je n'étais qu'au début d'un voyage d'autodécouverte qui me mettrait à l'épreuve de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour des personnes qui, comme moi, faisaient face à des maladies chroniques et à des difficultés émotionnelles. Là, j'ai rencontré des personnes incroyables, chacune avec ses propres combats. L'une d'elles était Clara, une femme de 60 ans, qui luttait contre le cancer et avait un esprit contagieux. Clara riait toujours et trouvait des moyens de faire en sorte que tous ceux qui l'entouraient se sentaient bien. Elle est devenue une amie chère, mais aussi un miroir qui réfléchissait ce que je craignais, la fragilité de la vie et l'inévitabilité de la douleur. Alors que j'essayais de reconstruire ma vie, l'ombre de mon passé planait encore sur moi. Le divorce avait laissé des cicatrices profondes dans mon cœur. Mon ex-mari, Tom, me hantait encore avec des souvenirs de trahison et de promesses brisées. Parfois, je le voyais dans des endroits que j'avais l'habitude de fréquenter, et la douleur du rejet et de la perte revenait comme un coup de poing dans l'estomac. Il était difficile de croire que je pourrais être digne d'amour à nouveau,
et ce doute m'empêchait d'ouvrir mon cœur à de nouvelles expériences et à la possibilité d'une nouvelle relation. Les défis financiers pesaient également sur moi. Après le divorce, je luttais pour subvenir à mes besoins. Les factures s'accumulaient et la pression de trouver un emploi stable me rendait anxieuse. Dans un monde qui semblait exiger tant de moi, je me demandais souvent si j'avais la force de continuer à me battre. Je ressentais un poids constant sur ma poitrine, comme si je portais un sac à dos plein de pierres. C'est dans cet état de vulnérabilité que j'ai dû faire face à la vérité sur moi-même. J'avais besoin d'aide. Dans un moment de désespoir, j'ai décidé de chercher une thérapie. Mon thérapeute, Dr Lucas, était un homme gentil avec une manière calme qui me mettait à l'aise. Cependant, au fur et à mesure que les séances avançaient, je me retrouvais confrontée à des vérités douloureuses. Il m'a défiée de regarder mes croyances sur moi-même, de remettre en question pourquoi j'avais permis à la douleur du passé de contrôler ma vie. Ces conversations m'ont forcée à affronter l'obscurité que j'avais tenté d'éviter. Chaque session était un pas plus profond dans un tunnel sombre, et bien qu'il y ait la promesse d'une lumière au bout, je craignais ce que je pourrais trouver en chemin. Pendant ce temps, mon amitié avec Clara fleurissait. Elle était devenue une source d'inspiration et de soutien. Un jour particulièrement difficile, alors que j'étais sur le point d'abandonner tout, Clara m'a invitée à une retraite spirituelle. L'idée de m'éloigner de ma routine et de plonger dans un environnement de guérison semblait effrayante, mais en même temps, tentante. J'ai accepté l'invitation, sans savoir que cette décision changerait ma vie pour toujours. Lors de la retraite, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient également face à des défis. L'un d'eux était Daniel, un artiste qui avait perdu sa femme dans un tragique accident. Il luttait avec sa douleur, et bien que nous ne le sachions pas à l'époque, nos histoires allaient bientôt s'entrelacer de manières inattendues. L'ambiance de la retraite était accueillante et en même temps stimulante. Les activités proposées nous forçaient à nous ouvrir et à explorer nos vulnérabilités. Lors d'une méditation guidée, j'ai été amenée à confronter les peurs qui m'empêchèrent d'avancer. Mais ce n'était pas facile. À chaque pas vers l'autodécouverte, de nouveaux doutes surgissaient. Je me demandais si je pouvais vraiment changer, si j'avais le droit de chercher une vie heureuse après tout ce que j'avais traversé. La voix de mon ex-mari résonnait dans mon esprit, me rappelant mes échecs et mes insécurités. Il était tentant de retourner me cacher, de me sentir petite et impuissante. Cependant, la présence de Clara et la force de Daniel, qui luttait également contre ces démons, m'ont encouragée à continuer. Ensemble, nous avons commencé à former un groupe de soutien au sein de la retraite, partageant nos histoires, nos peurs et nos espoirs. À travers les mots des autres, nous avons commencé à réaliser que la douleur ne devait pas nous définir. L'amitié qui se développait entre nous était une lumière dans l'obscurité, et la connexion que nous créions devenait de plus en plus forte. À chaque nouveau partage, la tension émotionnelle grandissait. Je ressentais une force intérieure émerger, une envie de confronter non seulement mon passé, mais aussi les croyances qui m'empêchèrent d'avancer. Était-il possible que, même en affrontant tant de difficultés, je puisse me relever et trouver un nouveau but? Ces questions résonnaient dans mon esprit alors que je me préparais pour le prochain pas de ce voyage. Ainsi, je savais que j'étais sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie et que, quels que soient les obstacles qui se présenteraient, j'avais des amis à mes côtés et la force de me battre. Dans les jours qui ont suivi la retraite, l'euphorie initiale a commencé à se dissiper, laissant place à une réalité plus difficile. Bien que j'ai noué de nouvelles amitiés et vécu des moments de clarté, la vie en dehors de cet espace sacré n'était pas si douce. Les difficultés que j'avais laissées derrière moi n'avaient pas disparu. Elles étaient juste à l'affût, prêtes à me frapper à nouveau. Une semaine après la retraite, j'ai reçu un appel de Clara. Elle était à l'hôpital et la gravité de sa condition m'a frappée comme un seau d'eau froide. Le cancer qu'elle avait tant combattu avait progressé et le traitement qu'elle suivait n'avait pas d'effet. La peur m'a envahi. L'idée de perdre Clara, cette force de la nature qui m'inspirait chaque jour, m'a laissé paralysée. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai réussi à me forcer à lui rendre visite. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé Clara avec un sourire sur le visage, même entourée d'appareils et de médicaments. Elle était plus fragile, mais son énergie brillait encore. Nous avons parlé de tout, des souvenirs de notre retraite à ses rêves de voyage. Cependant, quand elle a commencé à parler de la possibilité de ne pas pouvoir gagner ce combat, mon cœur s'est serré.
La douleur de voir une amie si chère confrontée à la mort m'a fait remettre en question tout ce que j'avais appris sur la vie et la résilience. Avec la santé de Clara en déclin, ma propre lutte interne s'est intensifiée. La fragilité de la vie est devenue plus réelle que jamais, et l'idée que je pourrais perdre quelqu'un qui était devenu si important pour moi m'a plongée dans un état d'anxiété. Les nuits étaient longues, et je me retrouvais éveillée, pensant à combien la vie peut changer en un clin d'œil. La pression d'être forte, de ne pas laisser la douleur me submerger, pesait sur moi comme une montagne. Le travail est également devenu un champ de bataille. J'essayais d'équilibrer plusieurs tâches et de chercher un emploi qui me donnerait une sécurité financière, mais l'anxiété m'empêchait de me concentrer. Les entretiens que j'avais obtenus ne se passaient pas bien, et je sentais qu'à chaque refus, un morceau de ma confiance en moi se brisait. Cela me faisait sentir que j'étais piégée dans un cycle vicieux d'échecs et de frustration. Chaque non que je recevais résonnait dans les murs de mon esprit, me rappelant les promesses non tenues du passé, les attentes qui se désagrégeaient. Au milieu de ce tourbillon, Daniel est devenu une présence constante dans ma vie. Il faisait face à ses propres pertes, mais trouvait toujours le temps de m'écouter. Dans nos conversations, je réalisais qu'il luttait aussi contre la douleur du manque. Parfois, il me rappelait qu'il était normal de se sentir perdu et que la vulnérabilité pouvait être une force. Avec le temps, notre amitié s'est approfondie et j'ai commencé à réaliser qu'il devenait aussi mon port sûr. Cependant, tout n'était pas parfait. La pression émotionnelle que nous ressentions l'un pour l'autre a commencé à générer des tensions. Daniel avait ses propres moments de tristesse et moi, en plein milieu de ma lutte, je ne savais souvent pas comment le soutenir. Un jour particulièrement difficile, après une autre visite à l'hôpital de Clara, j'ai éclaté en larmes devant lui. Lui, au lieu de me réconforter, a commencé à s'éloigner. « Tu as besoin de te concentrer sur toi », a-t-il dit, avec un regard mêlant inquiétude et frustration. Cette phrase a résonné comme un avertissement pour moi, et j'ai réalisé que j'étais tellement absorbée par la douleur des autres que j'avais oublié de prendre soin de moi-même. Cette tension entre nous a commencé à créer un abîme. Les conversations qui étaient autrefois fluides sont devenues chargées de silence et de malentendus. Je voulais être l'amie dont il avait besoin, mais je ne savais pas comment. La douleur de voir notre amitié se détériorer a été un coup dur. J'ai commencé à me demander si j'avais vraiment la capacité d'être une bonne amie ou si je projetais simplement mes insécurités sur lui. La combinaison de la perte de Clara, la pression du travail et l'incertitude concernant mon amitié avec Daniel m'a laissé épuisée. Dans un moment de désespoir, j'ai décidé que j'avais besoin de temps seul pour réfléchir à tout cela. J'avais besoin de comprendre mes émotions, comment chacune d'elles influençait ma vie et comment je pourrais retrouver un chemin vers moi-même. Le voyage de la découverte de soi devenait plus complexe que je ne l'avais imaginé. Et je savais que je devais affronter non seulement les défis externes, mais aussi les tempêtes internes qui me hantaient. Il était clair que le chemin à venir serait semé d'embûches. Chaque nouveau rebondissement semblait me pousser encore plus bas, mais il y avait encore une étincelle d'espoir en moi. Je ne pouvais pas abandonner. Clara, Daniel et moi étions tous en train de mener nos batailles, et peut-être qu'ensemble, nous pourrions trouver la force nécessaire pour affronter ce qui nous attendait. L'amour et l'amitié, même lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, pouvaient être les clés de la véritable résilience. Je savais que j'avais besoin de temps seul pour réfléchir, mais ce que je n'avais pas prévu, c'était que ce temps viendrait de manière abrupte et inattendue. Un après-midi, alors que j'étais chez moi, le téléphone a vibré. C'était un message de Daniel me demandant de nous rencontrer. J'ai ressenti un froid dans le ventre, un mélange d'anxiété et d'attente. J'étais nerveuse, mais aussi impatiente de comprendre où nous en étions et ce qui se passait entre nous. Lorsque je suis arrivée au café, il était déjà là, la tête baissée et une expression que je connaissais bien. Le combat intérieur. Je me suis assise en face de lui et pendant un moment, le silence s'est installé. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu la tristesse qu'il tentait de cacher. « Je ne vais pas bien » a-t-il dit, brisant finalement le silence. « Je sens que je n'arrive pas à gérer tout cela. La perte, la pression. Et toi? Je ne sais pas comment être l'amie dont tu as besoin. » Ces mots ont été comme un seau d'eau froide. Je ressentais aussi cela, mais je ne l'avais jamais mis en mots. « Je me sens de la même manière, » ai-je répondu, la voix nouée. « Je suis tellement préoccupée par Clara, par le travail et par toi que je me suis perdue. Ce qui se passe entre nous me fait mal et je ne sais pas comment réparer cela. » Daniel m'a regardée et pendant un moment j'ai pu voir le combat dans ses yeux.
Il a respiré profondément, puis a commencé à parler de sa propre douleur. Il luttait aussi contre le manque de personnes qu'il avait perdues, et la pression d'être fort tout le temps l'épuisait. C'était un déballage sincère qui, d'une certaine manière, nous a encore plus rapprochés. Mais, tandis que nous parlions, quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai réalisé que, bien que nous partagions nos douleurs, j'étais toujours coincée dans l'idée que je devais être forte, que je devais être l'amie parfaite, que je devais tout contrôler. Le désir d'être une ancre pour Daniel et Clara m'a fait oublier que j'avais aussi besoin de soutien. La révélation m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. J'essayais de porter le poids du monde toute seule. La conversation a coulé, et, tandis que nous parlions, j'ai réalisé qu'il y avait une vérité que je devais affronter. Je n'avais pas à être forte tout le temps. La vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force. J'ai commencé à comprendre que, pour aider Clara et Daniel, je devais d'abord prendre soin de moi. Ce n'était pas une question d'égoïsme, mais de survie émotionnelle. Si je n'allais pas bien, comment pourrais-je soutenir les personnes que j'aimais? À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La pression que je ressentais a commencé à se dissiper. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses, je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je pouvais simplement être moi-même, avec mes insécurités, mes peurs et, oui, mes fragilités. J'ai regardé Daniel et j'ai dit « Faisons cela ensemble. Soutenons-nous les uns les autres, sans pression et sans attente. Nous pouvons être vulnérables ensemble. » Il a souri, un sourire sincère qui a illuminé son visage. « Oui, nous avons besoin de ça. Arrêtons d'essayer d'être forts tout le temps. Nous devons être réels. » Et ainsi, à cette table de café, quelque chose avait changé entre nous. Nous n'étions plus seulement des amis partageant des douleurs, nous étions des alliés dans une bataille qui était difficile, mais que nous pourrions affronter côte à côte. À partir de ce point, notre amitié est devenue un espace sûr. Nous avons commencé à ouvrir nos cœurs l'un à l'autre, à partager nos peurs et nos rêves, à rire et à pleurer ensemble. À chaque conversation, à chaque moment de vulnérabilité, je ressentais une légèreté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. La pression que je m'étais imposée a commencé à se dissiper, et j'ai réalisé qu'en acceptant mes défauts et mes insécurités, je m'ouvrais à une nouvelle façon de vivre. La révélation que je pouvais être vulnérable a été transformative. Cela a non seulement changé la dynamique entre Daniel et moi, mais cela m'a aussi fait réévaluer ma relation avec Clara. J'ai compris que je devais être transparente avec elle, que je pouvais aussi partager mes insécurités et mes peurs concernant sa santé. J'ai décidé que, lors de ma prochaine visite à l'hôpital, je parlerai avec Clara de tout cela. Il était temps que nous soyons vraies l'une avec l'autre, sans masque, sans peur de ce que l'autre pourrait penser. Cette nouvelle perspective ne résoudrait pas tous mes problèmes d'un coup, mais elle a apporté un sentiment d'espoir et de renouveau. À partir de ce jour, j'ai compris que la résilience n'était pas une question d'être fort, mais d'accepter la fragilité de la vie et de chercher du soutien dans les connexions que nous construisons. Et ainsi, j'étais prête à affronter ce qui viendrait, sachant que je n'étais pas seule dans ce voyage. Après cette conversation révélatrice avec Daniel, quelque chose en moi avait changé. La sensation de légèreté que j'ai ressentie était comme un souffle d'air frais au milieu d'une tempête. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que la vulnérabilité que nous avions décidé de partager était une force, pas une faiblesse. Mais cette nouvelle perspective a également apporté de nouveaux défis que je n'avais pas prévus. Dans les jours suivants, j'ai essayé d'appliquer cette nouvelle compréhension dans ma vie. Je suis allée à l'hôpital rendre visite à Clara et en entrant dans sa chambre, j'ai trouvé un environnement qui était déjà devenu familier, mais qui semblait maintenant différent. L'odeur de l'alcool et des fleurs se mêlait à l'attente d'une rencontre sincère. La première chose que j'ai faite a été de l'embrasser. C'était un geste simple, mais qui portait toute mon affection. « Salut, ami !» ai-je dit, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Clara a souri, mais il y avait une ombre de préoccupation dans son regard. « Comment tu vas ?» La question était chargée de signification. J'aurais facilement pu répondre que ça allait, mais j'ai décidé d'être honnête. En fait, je ne vais pas si bien. Je me sens accablée par tout ce qui se passe, mais j'essaie de gérer ça. Elle m'a regardée attentivement, comme si elle absorbait chaque mot. Moi aussi, tu sais. Je sens que je mets beaucoup de pression sur toi et sur nous. Je ne veux pas que tu te sentes seule là-dedans. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point notre amitié était à un nouveau niveau. Je n'avais pas besoin d'être la forte, celle qui apportait toujours des sourires et de l'optimisme.
Nous pouvions parler de nos insécurités, de nos peurs et de nos angoisses. C'était libérateur. Nous avons commencé à discuter de nos sentiments et à chaque mot, chaque confidence, la connexion entre nous se renforçait. Mais, en partageant avec Clara, j'ai réalisé que la lutte n'était pas seulement émotionnelle. Il y avait des jours où je me sentais épuisée. Le travail continuait d'exiger beaucoup de moi et les responsabilités semblaient s'accumuler comme une pile d'assiettes sales. La pression n'avait pas disparu. Elle s'était juste transformée. Maintenant, je devais apprendre à équilibrer cette nouvelle vulnérabilité avec les exigences du quotidien. Une nuit, alors que j'essayais d'organiser mon travail, j'ai été envahie par une vague d'anxiété. La sensation que tout était hors de contrôle est revenue avec force. Je me souviens d'avoir regardé l'écran de l'ordinateur, rempli de tâches inachevées, et de sentir que j'étais sur le point de m'effondrer. J'ai arrêté ce que je faisais, et j'ai respiré profondément. Je me suis souvenu des mots de Daniel. Nous devons être réels. Alors, au lieu de me noyer dans l'autocritique, j'ai décidé de faire un pas en arrière. J'ai pris mon journal, une pratique que j'avais mise de côté, et j'ai commencé à écrire. J'ai noté mes sentiments, mes insécurités, mes frustrations. En écrivant, j'ai réalisé que, même au milieu du chaos, je me permettais de ressentir. C'était un progrès. Et en regardant les pages, j'ai compris que, bien qu'il y ait des défis, il y avait aussi de la place pour la croissance. Avec le temps, j'ai appris à demander de l'aide. J'ai été plus ouverte avec mon équipe au travail. J'ai partagé mes difficultés et, à ma grande surprise, j'ai découvert que beaucoup traversaient des défis similaires. Ensemble, nous avons créé un environnement plus accueillant, où nous pouvions nous soutenir mutuellement. C'était un petit pas, mais cela a fait une grande différence. Daniel et moi avons continué à nous rencontrer régulièrement. Nos conversations sont devenues un refuge. Il me parlait de ses propres défis, et pendant que nous parlions, nous étions capables de rire et de pleurer ensemble. Il y avait un réconfort à savoir que nous n'étions pas seuls dans ce voyage. Un jour, alors que nous prenions un café, il a dit « C'est bon de savoir que nous pouvons être qui nous sommes vraiment, sans masque. » J'ai acquiescé, réalisant que c'était l'essence de notre amitié maintenant. Cependant, tout n'était pas facile. Il y avait des jours où je me sentais à nouveau accablée et l'insécurité menaçait de m'avaler. La bataille contre l'anxiété était toujours présente et parfois je me surprenais à penser si je pourrais vraiment gérer tout cela. Dans ces moments-là, ce dont j'avais le plus besoin était un rappel que ce n'était pas grave de ne pas aller bien. C'est alors que j'ai décidé de créer un petit rituel pour moi-même. Chaque nuit, avant de dormir, je prenais un moment pour réfléchir à la journée. Qu'est-ce qui avait été difficile? Qu'est-ce que j'avais appris? Que pouvais-je faire pour prendre soin de moi le lendemain? Avec cette pratique, j'ai commencé à réaliser que, même dans les jours les plus difficiles, il y avait toujours un petit espace pour la gratitude. Le parcours n'était pas linéaire. Il y avait des hauts et des bas, mais chaque pas que je faisais était une victoire. J'ai appris que être vulnérable ne signifiait pas être faible. En fait, c'était une façon de me connecter plus profondément avec les personnes autour de moi. Et, même si le chemin devant moi était rempli de défis, je savais que j'avais des personnes comme Daniel et Clara à mes côtés. Ensemble, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête qui se présenterait. Et, plus important encore, j'apprenais à être gentille avec moi-même, à accepter ma fragilité comme une partie du voyage. La vie n'avait pas besoin d'être parfaite pour être belle. Et j'étais enfin en train de commencer à voir la beauté dans l'imperfection. Après cette conversation révélatrice avec Daniel, quelque chose en moi avait changé. La sensation de légèreté que j'ai ressentie était comme un souffle d'air frais au milieu d'une tempête. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que la vulnérabilité que nous avions décidé de partager était une force, pas une faiblesse. Mais cette nouvelle perspective a également apporté de nouveaux défis que je n'avais pas prévus. Dans les jours suivants, j'ai essayé d'appliquer cette nouvelle compréhension dans ma vie. Je suis allée à l'hôpital rendre visite à Clara et en entrant dans sa chambre, j'ai trouvé un environnement qui était déjà devenu familier, mais qui semblait maintenant différent. L'odeur de l'alcool et des fleurs se mêlait à l'attente d'une rencontre sincère. La première chose que j'ai faite a été de l'embrasser. C'était un geste simple, mais qui portait toute mon affection. « Salut, mon ami », dis-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Clara sourit, mais il y avait une ombre de préoccupation dans son regard. « Comment tu vas ?» La question était chargée de sens. J'aurais facilement pu répondre que ça allait, mais j'ai décidé d'être honnête. « En fait, je ne vais pas si bien.
Je me sens submergée par tout ce qui se passe, mais j'essaie de gérer ça. » Elle me regarda attentivement, comme si elle absorbait chaque mot. « Moi aussi, tu sais. J'ai l'impression de mettre trop de pression sur toi et sur nous. Je ne veux pas que tu te sentes seule là-dedans. » À ce moment-là, je réalisais à quel point notre amitié était à un nouveau niveau. Je n'avais pas besoin d'être la forte, celle qui apportait toujours des sourires et de l'optimisme. Nous pouvions parler de nos insécurités, de nos peurs et de nos anxiétés. C'était libérateur. Nous avons commencé à discuter de nos sentiments et à chaque mot, chaque confidence, la connexion entre nous se renforçait. Mais en partageant avec Clara, je réalisais que la lutte n'était pas seulement émotionnelle. Il y avait des jours où je me sentais épuisée. Le travail continuait d'exiger beaucoup de moi et les responsabilités semblaient s'accumuler comme une pile de vaisselle sale. La pression n'avait pas disparu, elle s'était simplement transformée. Maintenant, je devais apprendre à équilibrer cette nouvelle vulnérabilité avec les exigences du quotidien. Une nuit, alors que j'essayais d'organiser mon travail, une vague d'anxiété m'envahit. La sensation que tout était hors de contrôle revint avec force. Je me souviens d'avoir regardé l'écran de l'ordinateur, rempli de tâches inachevées, et de sentir que j'étais sur le point de m'effondrer. J'ai arrêté ce que je faisais et respiré profondément. Je me suis rappelé les mots de Daniel. Nous devons être réels. Alors, au lieu de me noyer dans l'autocritique, j'ai décidé de prendre du recul. J'ai pris mon journal, une pratique que j'avais mise de côté, et j'ai commencé à écrire. J'ai noté mes sentiments, mes insécurités, mes frustrations. En écrivant, j'ai réalisé que, même au milieu du chaos, je me permettais de ressentir. C'était un progrès. Et en regardant les pages, j'ai constaté que bien qu'il y ait des défis, il y avait aussi de la place pour la croissance. Avec le temps, j'ai appris à demander de l'aide. J'ai été plus ouverte avec mon équipe au travail. J'ai partagé mes difficultés et, à ma surprise, j'ai découvert que beaucoup traversèrent des défis similaires. Ensemble, nous avons créé un environnement plus accueillant où nous pouvions nous soutenir mutuellement. C'était un petit pas, mais cela a fait une grande différence. Daniel et moi continuons à nous rencontrer régulièrement. Nos conversations sont devenues un refuge. Il me parlait de ses propres défis et pendant que nous parlions, nous étions capables de rire et de pleurer ensemble. Il y avait un réconfort à savoir que nous n'étions pas seuls dans ce voyage. Un jour, alors que nous prenions un café, il a dit « C'est bien de savoir que nous pouvons être qui nous sommes vraiment, sans masque. » J'ai acquiescé, réalisant que c'était l'essence de notre amitié maintenant. Cependant, tout n'était pas facile. Il y avait des jours où je me sentais à nouveau submergée et l'insécurité menaçait de me engloutir. La bataille contre l'anxiété était toujours présente, et parfois je me surprenais à penser si je pourrais vraiment gérer tout ça. Dans ces moments-là, ce dont j'avais le plus besoin était un rappel qu'il était normal de ne pas aller bien. C'est alors que j'ai décidé de créer un petit rituel pour moi-même. Chaque nuit, avant de dormir, je prenais un moment pour réfléchir à ma journée. Qu'est-ce qui avait été difficile? Qu'est-ce que j'avais appris? Que pourrais-je faire pour prendre soin de moi le lendemain? Avec cette pratique, j'ai commencé à réaliser que, même dans les jours les plus difficiles, il y avait toujours un petit espace pour la gratitude. Le voyage n'était pas linéaire. Il y avait des hauts et des bas, mais chaque pas que je faisais était une victoire. J'ai appris que être vulnérable ne signifiait pas être faible. En fait, c'était une façon de me connecter plus profondément avec les gens autour de moi. Et, même si le chemin devant moi était semé de défis, je savais que j'avais des gens comme Daniel et Clara à mes côtés. Ensemble, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête qui viendrait. Et plus important encore, j'apprenais à être gentille avec moi-même, à accepter ma fragilité comme partie du voyage. La vie n'avait pas besoin d'être parfaite pour être belle, et je commençais enfin à voir la beauté dans l'imperfection. Cette nuit-là, tout semblait s'effondrer autour de moi. J'avais reçu un appel du travail m'informant que la date limite d'un projet important avait été avancée. La pression qui m'accompagnait déjà s'était transformée en un poids insupportable. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les lumières de la ville scintiller, comme si chacune d'elles me rappelait que je devrais briller. Mais je me sentais éteinte, sans force et sans direction. Je me suis assise à la table, entourée de papiers et de notes, et l'anxiété a commencé à me submerger. Mon cœur s'accélérait et mon esprit était en tourbillon. Je me suis rappelé des conversations que j'avais eues avec Daniel et Clara, des promesses que je m'étais faites d'être plus vulnérable et de ne pas avoir peur de demander de l'aide.
Mais en même temps, la voix intérieure du doute a commencé à crier « Tu n'y arriveras pas, tu échoues toujours ». Quelque chose en moi s'est brisé en réalisant que, même avec tout le progrès que j'avais fait, cette voix me poursuivait encore. J'ai décidé que je ne pouvais pas me laisser vaincre. Je me suis levée et je suis allée chercher mon journal. Les pages étaient remplies de réflexions, de peurs et de réalisations, et en les feuilletant, j'ai réalisé que c'était là que je trouvais un peu de paix. J'ai commencé à écrire de manière frénétique, exprimant toute la frustration qui me consumait. Je suis fatiguée, j'ai peur, je ne sais pas si je peux faire ça. J'ai écrit sur la pression, sur le désir de plaire à tout le monde, et le sentiment que, si j'échouais, tout ce pourquoi j'avais travaillé s'effondrerait. Avec le temps, mes mains ont cessé de bouger, et une question a résonné dans mon esprit. Qu'est-ce qui compte vraiment? Que voulais-je vraiment? Je voulais être reconnue, mais à quel prix? Je voulais réussir, mais je perdais ce que cela signifiait vraiment d'être heureuse. La réponse a commencé à se former lentement. Ce que je voulais, c'était être fidèle à moi-même. Je voulais trouver un équilibre entre les responsabilités et le soin de soi. J'ai pris une grande respiration et j'ai pris une décision qui m'a rendue nerveuse, mais que je savais nécessaire. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Daniel, lui demandant de se rencontrer ce soir-là. Il a répondu rapidement, acceptant de se retrouver au café où nous avions l'habitude d'aller. Pendant que je me préparais, une vague d'insécurité m'a envahi à nouveau. Et s'il ne comprenait pas? Et si je paraissais faible? Mais, en même temps, une voix intérieure me rappelait combien j'avais grandi et combien il était important d'être authentique. En arrivant au café, j'ai vu Daniel m'attendre. Son expression était amicale, mais je percevais une certaine tension dans l'air. Il savait que j'avais besoin de soutien. Je me suis assise, et avant qu'il puisse me demander comment j'allais, j'ai commencé à parler. Les mots sont sortis de manière désordonnée, mais ils étaient vrais. J'ai parlé du projet, de la peur d'échouer, de la pression que je ressentais, et surtout, de la lutte que je menais à l'intérieur de moi. Daniel a écouté attentivement, et quand j'ai terminé, il a posé sa main sur la mienne. « Tu n'es pas seul dans cette situation », a-t-il dit. « Nous avons tous des jours difficiles. L'important est que tu reconnaisses tes limites et que tu n'aies pas peur de demander de l'aide. Tu es forte de faire face à cela. » Ces mots étaient comme un baume pour mon âme. J'ai senti des larmes s'accumuler dans mes yeux. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vraiment vue et entendue. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que Daniel continuait à parler. Il a partagé ses propres luttes, et en faisant cela, notre amitié s'est encore solidifiée. En regardant dans ses yeux, j'ai réalisé que je n'étais pas faible pour ressentir tout cela. J'étais humaine. Et pendant un instant, la pression qui m'oppressait a commencé à se dissiper. À ce moment-là, une nouvelle compréhension est née en moi. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses ni d'être parfaite. Ce dont j'avais besoin, c'était d'être vraie, avec moi-même et avec les autres. Et en faisant cela, je pouvais trouver du soutien auprès des personnes qui se souciaient vraiment. Lorsque je suis sortie du café, une légèreté a envahi mon cœur. Le chemin de la découverte de soi ne serait pas facile, mais je savais que je pouvais faire face aux défis devant moi. Au lieu de me sentir seule dans ce combat, j'avais maintenant Daniel à mes côtés et la certitude que je pouvais toujours compter sur Clara. Avec le temps, j'ai appris que les échecs n'étaient pas la fin, mais une partie d'un processus de croissance. Et, tandis que je marchais sous les lumières de la ville, un nouvel espoir est né dans ma poitrine. J'étais prête à affronter ce qui viendrait, car, après tout, la beauté de la vie résidait dans les imperfections et dans les connexions que nous formons en chemin. Après cette nuit au café, quelque chose en moi a commencé à changer. Les mots de Daniel résonnaient dans mon esprit, comme un mantra d'espoir. « Tu n'es pas seul dans cette situation. » Chaque jour qui passait, je me permettais de ressentir de plus en plus. La pression du travail était toujours là, mais maintenant j'avais un allié. Je n'ai pas hésité à appeler Clara pour un café et lui partager tout ce que j'avais ressenti. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'avait pas à porter ce poids seule non plus. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai été directe. « Clara, je lutte. Et je sais que toi aussi. Nous pouvons nous soutenir, n'est-ce pas ?» Elle m'a regardée surprise, mais bientôt un sourire s'est dessiné sur son visage. « Bien sûr, j'ai toujours pensé que je devais être forte tout le temps, mais je commence à réaliser que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, » a-t-elle répondu. La conversation a coulé,
Et tout comme moi, Clara s'est ouverte sur ses insécurités. Ce qui était autrefois un fardeau que nous portions seuls est devenu un lien qui nous a encore plus unis. Les jours suivants, la communication est devenue une priorité. J'ai créé un petit groupe sur mon téléphone avec Daniel et Clara où nous pouvions partager nos luttes quotidiennes, nos victoires et même des moments de détente. Cet échange d'expériences est devenu un refuge. Lorsque le stress du travail augmentait, je savais que je pouvais compter sur eux pour me confier. Et de manière surprenante, cela m'a aidé à mieux gérer les exigences de mon projet. Lors d'une réunion avec mon patron, j'ai pris une grande respiration et au lieu d'essayer de cacher mes insécurités, j'ai décidé d'être honnête. Je suis consciente que le délai a été avancé et je fais de mon mieux pour livrer un travail de qualité. Cependant, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour m'assurer que tout soit conforme aux attentes. À ma grande surprise, il a répondu de manière compréhensive. « Je comprends ta position. Ajustons le calendrier. La qualité est plus importante que la rapidité. » À ce moment-là, j'ai réalisé que la vulnérabilité n'était pas un signe de faiblesse, mais de courage. À chaque petit pas que je faisais, ma confiance grandissait. La pression existait toujours, mais maintenant j'avais des outils pour y faire face. J'ai commencé à pratiquer la méditation, quelque chose que je pensais toujours être une mode passagère. Mais, en m'asseyant en silence pendant quelques minutes chaque jour, je trouvais une paix que je ne connaissais pas. Les voix de doute ont commencé à se taire, et je me permettais de ressentir de la gratitude pour les petites choses. Un après-midi, alors que je marchais dans la ville, un souvenir m'a frappé. À quel point je me sentais seule, comme si j'étais sur une île entourée d'eau trouble. Maintenant, j'avais des gens autour de moi qui se souciaient vraiment. La lumière de la ville semblait plus brillante, et les voix qui me décourageaient auparavant ont commencé à être remplacées par des mots de soutien et d'affection. Un jour, alors que j'écrivais dans mon journal, j'ai réalisé que je n'étais plus seulement en train de consigner mes frustrations. J'ai commencé à noter les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. L'amitié de Clara, le soutien de Daniel, les petites réussites au travail. Tout cela m'a aidé à voir la vie de manière plus légère. Avec le temps, j'ai commencé à considérer les défis comme des opportunités de croissance, non comme des obstacles insurmontables. Il y avait encore des jours difficiles, bien sûr, des moments où le doute revenait me hanter. Mais maintenant, je savais que j'avais des ressources, je n'étais pas seule. Lors d'un déjeuner avec Clara et Daniel, nous avons parlé de nos luttes, et je me suis souvenue de comment tout avait commencé. Vous vous souvenez de la nuit où je me suis confiée à vous? J'étais si perdue et effrayée. Clara a souri et a dit « Regarde où nous en sommes. C'est incroyable comme la vulnérabilité nous a unis. » Daniel a acquiescé. Et c'est une force, pas une faiblesse. La vérité est que la vie n'est pas linéaire et je n'avais pas besoin d'être parfaite. Ce que j'avais appris, c'est que l'authenticité apporte la liberté. Et, en m'ouvrant aux autres, j'ai créé un espace où nous pouvions tous être vrais. En regardant vers l'avenir, une nouvelle vision se formait dans mon esprit. J'étais prête à affronter ce qui viendrait, non pas avec peur, mais avec espoir et la certitude que, ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel défi. En réfléchissant à tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, je réalise combien j'ai grandi. Le chemin n'a pas été facile, mais chaque pas que j'ai fait m'a conduite ici. Le parcours de découverte de soi et la construction de liens véritables avec Clara et Daniel ont complètement changé ma perspective. J'avais l'habitude de voir la vie comme une lutte constante, une bataille que je devais mener seule. Mais maintenant, en regardant en arrière, je vois que la vulnérabilité est devenue ma plus grande alliée. Lorsque j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Clara et Daniel, je n'ai pas seulement partagé mes peurs, j'ai aussi accepté de recevoir du soutien. Cet échange d'expériences m'a montré que je n'étais pas seule. Ensemble, nous avons appris à apprécier nos réussites, si petites soient-elles, et à faire face aux défis de manière plus légère. Chaque fois que je me sentais accablée, j'étais sûre de pouvoir compter sur eux. Ce réseau de soutien est devenu un pilier fondamental dans ma vie. L'honnêteté que j'ai pratiquée dans mon travail a aussi porté ses fruits. Lorsque j'ai parlé à mon patron de mes difficultés, j'ai réalisé qu'une communication ouverte pouvait créer un environnement de travail plus sain. Ce qui semblait autrefois un fardeau insurmontable s'est révélé être une opportunité de croissance. Cette nouvelle compréhension de ce que signifie réussir m'a fait voir que la qualité et l'authenticité sont plus précieuses que la rapidité. Le véritable succès ne consiste pas à tout faire seul, mais à savoir quand demander de l'aide et à soutenir les autres.
Au fil des semaines, j'ai remarqué que ma confiance avait grandi. Les petites pratiques que j'ai commencé à adopter, comme la méditation et la gratitude, sont devenues des habitudes qui m'ont aidé à rester concentrée sur les bonnes choses de la vie. Chaque jour, je me sentais plus légère et capable d'affronter les défis qui se présentaient. La vie n'est pas linéaire, et j'ai appris à accepter cela. Il est normal d'avoir des jours difficiles, mais savoir que je peux chercher du soutien et que je suis capable de changer ma narration est libérateur. Maintenant, en marchant dans les rues de la ville, je ressens une connexion profonde avec tout ce qui m'entoure. La lumière du soleil, le sourire d'un inconnu, le rire de Clara et Daniel à mes côtés, tout cela me rappelle que la vie est faite de moments, et chacun d'eux mérite d'être célébré. L'amitié que nous avons construite est devenue un refuge sûr, un espace où nous pouvons être nous-mêmes, sans masque ni peur. Cette transformation m'a fait comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les relations que nous cultivons. En clôturant ce chapitre de mon parcours, je sens que je suis prête pour le suivant. Peu importe ce que l'avenir me réserve, je sais que j'ai la force et le soutien nécessaires pour faire face à n'importe quel défi. La vulnérabilité m'a apporté la liberté et l'amitié m'a donné du courage. Maintenant, plus que jamais, je crois que nous sommes plus forts ensemble. Et vous? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à vos propres luttes et aux petites victoires que vous avez remportées? N'ayez pas peur de vous ouvrir et de partager vos expériences. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut renforcer vos liens et aider les autres autour de vous. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à partager des moments de dépassement et d'amitié. N'oubliez pas, la transformation commence lorsque nous décidons de nous connecter les uns aux autres. Allons ensemble dans cette aventure.